Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
la vie bien réfléchie. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ah. Ouais. Non? Ah non, c'est mou, non? Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver, ça y est, 20 janvier 2025, on y est, 419e, Juste Bistrot, comment ça va les amis? Ça y est, comment ça va? Vous noterez le petit test micro en amont pour éviter un démarrage où tout le monde allait encore se moquer de moi, donc je suis pas peu fier de cette nouvelle technique qui me permet de pas passer pour un abruti. Voilà, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, les copains. Tout le monde est là, tous les copains sont là. Il y a DarkJog76 qui dit « Salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Les places sont achetées. Hâte de venir te voir lors de ton passage à Rouen. Tu seras pas déçu de l'accueil normand. » Ah, j'ai hâte de voir ça. Ah, j'ai... Oh, non, parce que la Normandie, en plus, le Camembert, le Calvados, non, attention quand même. Voilà, rien que d'en parler, voilà, hein, attention à ce que vous faites. Voilà. Hein. Donc voilà un petit peu les copains. Attendez, je réponds à un petit message, excusez-moi. Tac, voilà. Merci à Sino Bien-être qui dit c'était trop top à Aix samedi. Merci les copains. Et oui, de retour d'Aix-en-Provence. Ça y est, voilà, on s'est régalé, on s'est bien amusé à Aix-en-Provence. J'espère que ça vous a plu pour les zinzins du Juste Bistrot qui étaient là. C'était que du bonheur. Un plaisir. Rentré hier, je suis un petit peu fatigué. Je vais pas vous mentir, il y a eu la route et tout ça, mais que du bonheur. Voilà, c'est le plus important. Merci à vous tous les copains. Il y a Babcom5 qui dit il y aura un autre passage sur Paris Rémi. Oui, c'est d'ores et déjà prévu. Alors, ouais, je fais attention à pas tout le temps commencer avec le spectacle et tout. À la fois, je suis heureux, je vais vous partager tout ça, mais pas commencer tous les Justes Bistrots comme ça. Mais là, vous m'obligez. Mon Babcom5, regarde. Il y a une nouvelle date. Tac, voilà, paf. Il y a une nouvelle date à Paris. Elle arrive très exactement le 20 novembre 2025. Donc voilà, tac. C'est, je te mets le lien, de la billetterie les amis, vous avez toutes les infos, voilà, pif, paf, et pouf, voilà, tac, vous avez tout. Les copains, alors il y a ces histoires de sons, ah ouais, non mais alors là, le technicien, là, il est de retour. J'ai deux sons en même temps, regarde, ça et ça. Et quand j'éteins ça, j'en ai toujours un qui marche. Je coupe celui qui marche encore. Ça, là, ça marche, là. Ouais. Et l'autre, pourquoi c'est quoi ça? Ça, faut l'enlever, non? Mais ouais, tu peux l'enlever. Attention, je touche à des trucs, là. Là, c'est bon? Là, j'ai plus qu'un son. Hein. Ouais, là, ça a l'air ok, là. T'es le roi de la technique, finalement. T'es branché, t'es jeune un peu. Tu veux nous en dire plus? Ouais, je suis branchouille un max. Il est branchouille. Non, par contre... Ouais, non, j'ai rien à dire, c'est super ce que vous faites. Merci. Moi, je vais pas finir. Merci à toi, le roi du bricolage, finalement. Voilà, c'est beaucoup mieux, dit Babcom5, donc ça fait plaisir. On est bien. Et comme quoi, hein, mon test micro servait pas à grand-chose, finalement.
Hop, et voilà. Les amis, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Alors, en sachant que on a en ce moment même l'intronisation de Donald Trump. Ça y est, hein, l'arrivée à la Maison Blanche. On est le 20 janvier, c'est officiel. Tout se passe en ce moment là en temps réel. Bon, c'est pas que je veux pas vous en parler, c'est pas que je veux pas faire un direct là-dessus, mais si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Euh, je peux faire un direct si vous voulez pour faire du commentaire de il y a machin, il y a bidule, mais en vérité on s'en cire quoi. Je préfère voilà me concentrer sur les actes, concentrer sur ce qui va se passer. Et pour l'instant, voilà, je pense qu'il faut rester patient et on va voir ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'annonces hein, qui doivent arriver, notamment hein, des décisions de Donald Trump et de son état-major qui doivent revenir sur plein de choses. Hein. Il y a plein de décisions qui doivent être signées à l'heure qui va suivre son intronisation quasiment, notamment sur la gestion de l'immigration à la frontière, sur plein de décisions marquantes. Donc on verra, on verra des affaires qui doivent être déclassées et tout ça. Donc affaire à suivre les amis. Euh, hop, tac, attends, excusez-moi, je dois répondre à des messages en même temps. Tac, et voilà. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre les amis. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses assez passionnantes, hein, vous le savez. J'attends aussi moi les histoires par rapport à l'affaire Epstein, par rapport aux suites du Covid, poursuite avec, enfin sur Anthony Fauci. Donc on verra les amis. On va en reparler un petit peu tout à l'heure évidemment avec avec le cas Tondelier Rousseau. Excusez-moi, je suis pas encore très concentré, je suis pas encore dedans, je suis entre deux, trois trucs. Mais je suis là, je suis vivant en chair et en os. C'est le plus important. On va revenir hein, de ce fameux 20 janvier qui devait marquer le début de l'exode de X, hein, de plein de personnalités poétiques. Bon, en fait, Bubule. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, les copains. Donc, les amis, donc dans ces sujets, alors dites-moi hein, dans le chat un peu ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on parle hein, plus longuement de Donald Trump, regardez, il y a une petite liste d'ailleurs des grandes décisions, hein, des grands décrets qui doivent être pris dès aujourd'hui ou dès demain. On a une exclusion des transgenres de l'armée et du sport féminin, une déclaration d'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, la fin du droit du sol, le lancement d'un grand programme d'expulsion d'immigrés illégaux, la relance de l'extraction des énergies fossiles, la grâce des émeutiers du Capitole, l'augmentation de 25% des droits de douane sur les produits venant du Mexique et du Canada, la réforme de la fonction publique, la sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, la suppression de l'imposition fédérale sur les heures supplémentaires. Donc voilà, voilà un peu ce qui a été annoncé. On va voir. Voilà. On va voir. Je pense qu'il faut prendre le temps. Si vous voulez, on pourrait faire de l'audience, à faire un direct, voilà, de ce qui se passe, faire du commentaire. Ça m'intéresse pas. On va voir les actes, on va voir un peu les éléments d'analyse, les amis. Alors, sinon, dans les sujets, cette photo que vous avez peut-être vu passer, on débroussaille un peu ce qui s'est passé là ces derniers jours, depuis vendredi, parce qu'on s'est pas vu depuis jeudi soir, les copains. Tac. C'est cette photo, je trouve, qui en dit très long hein, sur quand l'Occident se mobilise pour apporter la liberté et faire tomber les dictateurs. Voilà, voilà ce qui se passe. On a une photo du nouveau dirigeant en Syrie avec sa femme. Voilà, hein, vous avez vu. Donc, c'est un symbole hein, de l'islamisation qui revient en Syrie, évidemment, avec les applaudissements de l'Occident, des États-Unis, de la France, tout ce que vous voulez. Euh, donc voilà, c'est une image qui en dit très long, un petit peu comme avec l'Afghanistan, hein, rappelez-vous les talibans modérés quand nous a vendu, maintenant on a le djihadiste éclairé parce qu'il a une barbe taillée et un costume, donc l'Occident est très content. Voilà, voilà pour le progrès, hein, ce que ça donne. Donc bon, bah, c'est symbolique, je crois que ça nous évite, hein, ça nous évite bien des mots. MOTS, évidemment, parce que ça nous rajoute des mots MAUX, vous avez compris l'idée de ce jeu de mots. Donc c'est voilà, une belle image encore de la défense de la place de la femme dans le monde par l'Occident. Une défense évidemment à géométrie variable qui se négocie à grands coups de terres rares, de pétrole, d'armement. Après on discute, après on discute. Donc je voulais vous montrer ça les amis.
Une fois de plus, hein, les supercheries de ce monde. Et c'est vrai, il y a Flatipus qui dit dans le chat, qui dit c'était le djihadiste pragmatique. C'est vrai, ils nous l'ont vendu comme ça, hein, ce monsieur Al-Joulani. C'est vrai, djihadiste pragmatique, c'est vrai. Ah, et si seulement c'était une blague, si seulement c'était une blague, il y a vraiment eu des titres comme ça. Mais bon, c'est la vie. Maintenant, on le sait, on va pas euh, à chaque fois refaire ça, hein. C'est enfin, assez sidérant. Assez sidérant, mais voilà les copains. Marcel The Rock qui dit comment se fait-il que ces gentils du camp du bien se soient retrouvés avec des armes prévues pour l'Ukraine dans les mains. J'ai vu passer cette information, effectivement. Je ne sais pas à quel point tout ça est validé, sourcé, mais je l'ai vu passer, effectivement, c'est intéressant. Mais peu étonnant dans la mesure où euh, on se rappelle, hein, ce reportage d'ABC, je crois, aux États-Unis, la chaîne de TV américaine, qui avait sorti ça il y a un an et demi, qui expliquait que près de 60-70% des armes envoyées à l'Ukraine avaient été détournées et se retrouvaient sûrement sur le marché noir. Donc voilà, peu de suspense, peu de surprise par rapport à ça. Euh, donc je sais pas quoi vous dire une fois de plus. C'est à la fois symbolique, à la fois symptomatique et un petit peu de tout là-dedans. J'ai mon Saikoyo qui dit salut bande de complotistes du milieu. Salut camarade, j'espère que tu vas bien. Bisous. Voilà, sauf erreur, on s'est vu avec Aix-en-Provence. Je dis pas de bêtises. Voilà. J'espère que tout va bien, c'est le plus important. Babcom5 qui dit j'ai essayé d'aborder ce débat à mon boulot. Je me suis fait taxer de pro-Bachar, Poutine, j'ai laissé tomber. Hop, attendez, excusez-moi. C'est Madame Mieux, je papote avec Madame Mieux, bougez pas. Euh, Tac, voilà. Ouais, non, mais c'est assez. C'est bon, mon pauvre Babcom 5, ça aussi. Ça devient assez caricatural de posture, si vous voulez, fermée, mais on en parle toutes les semaines, on en parle tout le temps, évidemment. Euh, je sais même plus quoi vous dire sur ces trucs-là. Des gens qui, quand on voit l'évidence en fait des contradictions de l'Occident, quand on voit le ridicule de ce qui est raconté dans les médias, avoir des gens qui vous expliquent que quand vous dites, ben voilà, c'est quand même un djihadiste ou à minima ancien djihadiste que vous avez à la tête de la Syrie, l'Occident qui applaudit, ça interroge. C'est factuel. Ben, vous avez quand même des gens qui vont vous dire, mais ça, c'est pro-Poutine. Bon, bah, si vous voulez, quoi. Enfin, là, j'avoue que je commence un peu à sécher parce qu'à la fois, c'est une très bonne nouvelle que il se passe des choses comme ça dans le monde, dans la mesure où tout ça devient évident. Les contradictions, la propagande, l'aveuglement volontaire de l'Occident et des médias occidentaux sur certains sujets, ça devient évident, donc c'est chouette. Mais d'avoir encore des gens qui tentent de se convaincre et de convaincre les autres que en fait, ça reste pro-Poutine de dénoncer le djihadisme en Syrie, même qui renverse Bachar al-Assad. Moi, là, je perds mes mots. Je sais plus trop quoi vous dire. Donc, c'est assez dingo. C'est assez dingo, cette histoire-là, les copains. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus sur cette photo symbolique que je voulais vous montrer. Un autre sujet du moment, parce que 20 janvier, donc qui dit 20 janvier, dit évidemment, hein, l'intronisation, l'investiture de Donald Trump et, euh, et surtout, ça y est, des gens qui voulaient quitter X. Là c'était sérieux. Là, ils ont dit, là, on va lutter, hein. Trump, ils voulaient faire ça symboliquement le même jour que l'arrivée de Trump. Hein, Marine Tourdelier, Sandrine Rousseau et tout. Bah, Bubule. Bubule. Voilà. Regardez l'histoire. On va en parler dans la farce tranquille. Je vous le dis tout de suite, je vous spoil parce que là encore, c'est tellement symbolique. Marine Tondelier qui nous a fait des pieds et des mains en disant qu'elle allait quitter le 20 janvier, nanana, nanana. Et regardez ce post. Pourquoi je ne quitterai pas Twitter? Ouais. Ah, finalement, elle a changé d'avis. Ouais. Elle a changé d'avis. Euh, elle dit, je vous lis le communiqué parce que c'est très important, hein, ce rétro-pédalage de Ligue des Champions de la part d'une pompe à vélo définitive. Elle a dit, depuis une semaine, je subis sur ce réseau social une vague de haine sans précédent. Elle a dit. La raison, j'ai eu l'outrecuidance de déclarer le 12 janvier sur RTL qu'à défaut de réussir à réguler Twitter X, il faudrait l'interdire.
Donc elle s'est rendue compte qu'elle sert à rien et que sa parole n'a aucune valeur, parce que tout le monde s'en branle en fait qu'elle parte. Et après elle dit, c'est pour cette raison que je n'abandonnerai pas le combat sur cette plateforme, même s'il se fait à armes très inégales. Voilà. Alors, je vous laisse, vous regarderez en entier hein, si vous voulez le communiquer, parce que c'est évidemment de la daubasse. Bon, bah on l'embrasse, Marine Tondelier. Hein. Mais elle a pris une décision forte, hein, regardez. Hein. Je reste ici pour le moment, mais je posterai d'abord sur Blue Sky désormais, qui est un autre réseau où il devait faire l'exode, parce que c'est le mot en fait que Sandrine Rousseau a utilisé. Sandrine Rousseau a dit « Je viens de faire mon exit, l'exode de X est massif. » Voilà. En fait, dans sa tête, Sandrine Rousseau, c'est comme les Juifs qui fuient l'Égypte. Tu vois. Pour elle, c'est l'exode, en fait. Voilà, voilà. Et Marine Tondelier, elle n'aime pas trop l'exode. Elle a dit non, je ne vais pas faire l'exode parce qu'en fait, j'ai décidé, je mettrai moins d'emojis sur Twitter pour montrer mon mécontentement. Qu'est-ce que j'ai... Mais franchement, j'ai même pas j'ai même pas d'idée pour vous faire des blagues là-dessus, les amis. Je sais même pas quoi vous dire. C'est à la fois symbolique, c'est risible, c'est lamentable. C'est extraordinaire. Mais on revient en plus, ça permet quand même un raisonnement qui est intéressant en vrai. Ça permet un raisonnement qui est intéressant parce que c'est ce que disait Sartre sur les juifs, que le juif avait besoin de l'antisémite pour se constituer en tant que juif dans une société. Qui est un raisonnement un peu complexe hein, qu'il faut, il faut comprendre. Il faut lire chez Sartre pour avoir tout le raisonnement. Si vous voulez dit comme ça, c'est bizarre ce que je vous explique. Mais je trouve que c'est un peu pareil aujourd'hui, si vous voulez. Si tous ces progressistes comme Sandrine Rousseau, Tondelier, machin et tout, sont en train de démontrer à la terre entière et à eux-mêmes qu'ils ont besoin des complotistes, ils ont besoin des réactionnaires, ils ont besoin de l'extrême droite pour exister. Parce qu'au fond, leurs paroles, tout le monde s'en cire, mais dans leur propre camp. Sandrine Rousseau a fait un bouquin, elle n'en a pas vendu 1000. C'est le journal du dimanche qui nous a dit ça il y a une semaine environ. Ou Marianne de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde s'en coquille, mais s'en saucissonne de. Et dans leur propre camp, c'est ça qui est sidérant. Et du coup, on est en train de se rendre compte d'une chose, c'est que les Tondelier, Rousseau et compagnie qui font des pieds et des mains pour dire on va faire tomber Twitter, on va faire l'exode, en fait tout le monde s'en branle. Et ils vont se retrouver sur des plateformes où leur message va être majoritaire. Mais leur message n'a aucun intérêt s'il n'entre pas en contradiction. Ce qui est au cœur du débat. Ce que je vous explique, un enfant de CM2 peut le comprendre. Donc ce qui est intéressant, c'est que Marine Tondelier aime bien citer l'exemple de son fils qu'elle va chercher à l'école et tout. Il faut qu'elle comprenne qu'intellectuellement, son fils lui met des branlées aujourd'hui, assurément. Hein. Elle comprend pas, Marine Tondelier, qu'elle est Marine Tondelier de par sa présence sur des réseaux sociaux, notamment, ou dans des médias, chez qui on n'apprécie pas la personnalité politique de Marine Tondelier. Sinon, ça n'a aucun sens. Que dans un rassemblement Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, c'est une meuf en sarouel comme les autres. Tout le monde s'en branle. Son personnage prend de l'ampleur, prend de l'intérêt sur la sphère politique à partir du moment où elle est en confrontation avec d'autres. Ce qui est basique, ce qui est vraiment basique. Hein. Ce que je vous dis, ça... Un gardien de foot, quand il est tout seul dans sa cage, c'est juste un idiot seul sur une pelouse. Ça a du sens quand tu as deux équipes de 11 joueurs qui font un match et le gardien de foot, il doit arrêter les ballons. Bon, bah, c'est une logique d'ensemble, si vous voulez. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant ce qui se passe, que ce genre de banalités intellectuelles, bah, en fait, le camp du progrès en soit à le comprendre aujourd'hui, quoi. De se dire, mince, putain, en fait, tout le monde s'en branle de nous si on n'est pas là pour amuser un peu la galerie et opposer des idées différentes. Donc c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui se passe, c'est déprimant. Intellectuellement, c'est déprimant. La pauvre Marine Tondelier. Son plus gros fait d'armes depuis 2 ans, c'est d'avoir eu une veste verte pendant les législatives. Hein. Sinon, personne ne parle d'elle, quoi. Donc je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez dingo. Mais pourquoi pas? Il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour faire un monde. Et c'est vrai que ce petit monde en fait intellectuel, ce petit monde progressiste est en train de s'effondrer sur lui-même, j'ai l'impression, avec sa volonté de faire sécession. Ils existent parce que il y a cette logique d'opposition intellectuelle que je vous dis là, et c'est hallucinant parce que on a eu pas mal d'exemples. Hein, l'émission Quelle époque sur France 2 samedi soir. Regardez le genre d'analyse qu'on a par Charline von Honecker, journaliste sur France Inter, et qui vient sur France 2, donc vraiment merci le service public,
financé par bien des réactionnaires, bien des gens d'extrême droite. Je sais même pas comment dire, je revois l'extrait, mais ça aussi, putain, mais ça transpire l'entre-soi, ça transpire, mais vraiment le ridicule, quoi, le ridicule de cour, vous savez, la cour de bourgeois, tu sais, ce rire qu'on imagine, comment ça devait se passer à Versailles, tu sais, quand les bourgeois, quand la cour étaient ensemble, tu sais, puis on riait plus le rôle hiérarchique de celui qui faisait une blague était élevé, plus les rires étaient importants. Tu sais, oh non, c'est piquant, mais vous êtes véritablement un cuistre, Alphonse. Là, c'est la même, quoi. Tout le monde se suce la bite avec l'argent public. Tu dis merde, faites ça. Il y a des endroits pour faire propre, pas à la télé quand même. Non, mais c'est hallucinant. Mais vraiment, ça transpire l'entre-soi. Ça sent la fin de règne. Ça sent la fin de règne aussi à ce niveau-là. Et je radote les amis, hein, c'est ce que je vous ai déjà dit depuis 2 semaines maintenant. Je trouve que c'est une excellente chose, qu'effectivement ce monde de courtisans, ce monde d'entre-soi idéologique et intellectuel que l'on retrouve en France et aux États-Unis et ailleurs, ça fait du bien de leur insuffler un peu cette odeur de soufre, de leur dire attendez, riez encore un peu parce que les gens sont en train de comprendre que vous êtes une supercherie. Là où je me méfie quand même, c'est que ça ne devienne pas l'inverse, hein, parce que rappelons quand même que nos élites bourgeoises, nos élites culturelles, médiatiques, ont ce talent qu'il faut leur reconnaître d'être tout le temps dans le sens du vent quand ça chauffe un peu trop. Donc, on n'est pas à l'abri que demain, sur le service public, on ait quelle époque présentée par Charlotte Dornelas, avec le même délire d'entre-soi et d'idéologie dominante, mais du côté Trump, tu vois, on va dire anti-progressiste. C'est de ça dont je me méfie, parce qu'en vérité, ce qui se passe là a toujours été comme ça. Je veux dire, quels que soient les bords politiques, tu as toujours eu une idéologie dominante, un entre-soi. Et donc voilà, en essayant d'anticiper sur ce qui suit, voilà, les bobos d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les bobos de demain, hein. Attention à ne pas chasser une censure pour une autre. Et là, j'espère que on va tous être prudents là-dessus et qu'on saura la dénoncer si ça arrive, si ça arrive. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que ça sent la fin de règne de l'entre-soi progressiste. Mais je dis bien progressiste parce que tous ces gens n'ont plus rien de gauche, hein. Je veux dire, Charline von Honecker, c'est une pompe à vélo, mais vraiment de golden pompe à vélo, tu vois. Ça vaut rien. C'est-à-dire que c'est une dame. Enfin, le personnage médiatique ne vaut rien, pas l'humain, hein, qu'on soit bien d'accord. Le personnage médiatique ne vaut que dalle. C'est quand même quelqu'un qui n'a même pas eu, dites-vous, hein, vis-à-vis de son propre collègue Guillaume Meurice, après cette blague de prépuce de Netanyahou, on aime, on n'aime pas, on va pas refaire l'histoire. Cette dame n'a même pas eu le courage et on va dire l'amitié de démissionner de France Inter. Tous ses potes sont partis sur Radio Nova. Donc, il y a Guillaume Meurice, il y a Émeric Lompré, il y a Pierre-Emmanuel Barré, plus Pierre-Emmanuel Barré qui est super, Émeric Lompré que j'adore. Guillaume Meurice, c'est un petit peu moins ma tasse de thé, mais il en faut pour tout le monde. Mais cette dame n'a même pas eu, si vous voulez, le soutien moral, enfin la capacité à soutenir moralement son collègue en quittant France Inter. Si j'ose dire de manière beaucoup plus vulgaire, elle en a même pas eu les couilles, ou l'ovaire, si elle veut. Elle en a même pas eu l'ovaire. Donc je veux dire, c'est-à-dire que même avec des gens de son propre camp, ce genre de personnalité politique, médiatique, tout ce que vous voulez, est tellement dans l'entre-soi, tellement dans la volonté d'aller à la gamelle, de bouffer tout ce qu'ils peuvent, qui plus est avec l'argent public, que même avec ses amis, elle n'a pas d'éthique, elle n'a pas de morale. Peut-être qu'en coulisses, ils en ont discuté. Voilà. Après, il y a sûrement des détails que je ne maîtrise pas. Mais là, le résultat est tel que cette dame est venue chialer en hurlant à la censure, à l'atteinte à la liberté d'expression quand Guillaume Meurice s'est fait taper dessus. Mais elle est toujours là. Donc, elle est complice, à minima complice. Donc, je trouve que voilà, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. C'est assez passionnant. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Puis avec ce pauvre de Chavannes qui est un animateur extraordinaire, je veux dire, coucou, c'est nous, c'était super. Ciel Montmardi, c'était super. Enfin, je regardais les cassettes, mes parents regardaient beaucoup, j'étais pas trop né, enfin, j'étais tout petit à ce moment-là. Mais c'est un super animateur. Mais aujourd'hui, c'est devenu une pompe à vélo, je veux dire, une gigantesque trompette. Là encore, qui va à la gamelle, mais qui représente plus rien. Je veux dire, l'autre a dit, ah, il a dû se coincer une couille, et de Chavannes, il rajoute la droite. Ah, merci, putain. Ah ouais. Heureusement que vous êtes humoriste, parce que si vous étiez plombier, putain, non, mais c'est terrible.
C'est terrible. Donc je trouve que c'est assez chouette ce qui se passe. Les lignes bougent et la farce devient visible. C'est ce qui me plaît aussi beaucoup, que ce soit sur Tondelier, en fait, qui annonce un truc de allez, venez tous avec moi. Bon, bah, tout le monde s'en branle et en fait, elle fait demi-tour en disant bah, non, mais bon, je mets moins d'emojis sur Twitter, hein, que là, quelle époque, je veux dire, ils sont tellement, à mon avis, en perdition, tellement enfermés dans leur bulle idéologique qu'ils s'invitent entre eux, tu sais. Tu fais des débats avec que des gens qui sont d'accord. Enfin, c'est sidérant, je veux dire, c'est sidérant. Bon, bref. Vous avez compris l'idée, on va pas faire ça pendant des heures, mais ça fait du bien, ce genre de séquence, ça fait du bien, voilà, d'exposer la supercherie de ces choses-là. Voilà. Dites-moi un peu dans le chat, les copains, ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça, si vous n'êtes pas d'accord, c'est important, c'est important. Mister Serizawa 76 qui dit mais c'est C8 le danger. Mais tu vois, c'est intéressant, cher Mister Serizawa 76. Typiquement, tu vois, quand je disais tout à l'heure, attention à ne pas recréer un entre-soi, une propagande idéologique dans l'autre sens, je trouve que c'est exactement ce que fait Hanouna. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des bornes, si vous voulez, de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a la borne gauche avec là, ce qu'on vient de voir, avec quelle époque, Léa Salamé, Von Honecker et compagnie, mais qui est une borne, si vous voulez, qui existe depuis 30 ans. Hein. La domination idéologique de la gauche dans les médias, ça existe depuis longtemps. À tel point que ça les rend tarés quand il y a un média qui tourne un peu à droite, voire à l'extrême droite. Ça les rend complètement tarés. C'est l'Empire Bolloré, tu vois. Ok. Mais je trouve que Hanouna incarne déjà la borne droite de ce débat. Cette capacité des médias à changer du tout au tout pour incarner l'idéologie dominante. Pour le coup, Hanouna fait du populisme de bas étage. J'ai aucun problème avec le terme de populisme, mais il faut quand même rappeler que ce monsieur n'a absolument rien à voir avec les idées qu'il prétend défendre aujourd'hui. Et c'est un peigne-cul de Bolloré qui, à travers Touche pas à mon poste, qui est une émission que j'aimais beaucoup à l'époque, quand c'était une émission concentrée sur l'analyse des médias, qu'ils avaient quand même des pointures autour de la table, des gens comme Christophe Carrière, Jean-Michel Maire, il y avait des gens assez chouettes, même Gilles Verdez qui joue à l'abruti, parce qu'ils jouent tous un rôle, mais est quand même un reporter sportif de grande qualité, qui a fait un bouquin notamment, une enquête sur le monde du foot au Qatar, je crois, donc qui est un type pointu, qui joue à l'idiot, mais qui est un type pointu dans son domaine. Hanouna a complètement changé l'émission. Il en a fait un café du commerce où on est à deux doigts de critiquer les bougnoules. Et donc c'est ridicule. Je veux dire, là, pour le coup, il incarne la boussole idéologique et tout le temps dans le sens du vent. Et Hanouna, quand c'était Macron, faut quand même le rappeler qu'il avait des étoiles dans les yeux quand Macron avait accepté de lui parler devant le studio. Donc n'oublions pas quand même la boussole idéologique qui indique tout le temps le Nord, qui est Hanouna. Et s'il faut rechanger d'avis, il rechangera d'avis. C'est un charlot, c'est un véritable charlot et qui a des moyens incroyables. Donc c'est là où, voilà, ce qui est chouette, c'est qu'on a déjà l'exemple, si vous voulez, de ce qu'il ne faut pas faire. La gauche et la droite, avec Hanouna, qui pour le coup fait un populisme de bas étage, où il prend les gens pour des abrutis, en disant ce que les gens veulent entendre. Il n'y a aucun intérêt de débat chez Hanouna, et c'est purement opportuniste. Là, je me permets de l'affirmer, je serais très heureux d'en parler avec lui un jour, mais ça n'arrivera assurément jamais, mais je pense que ce monsieur n'a évidemment pas du tout les convictions qu'il prétend défendre à la télé, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est aussi ce qui me fait peur, c'est que, on va dire, si tant est que cela arrive, la reconfiguration du monde à la sauce Donald Trump. Attention quand même à tous les opportunistes qu'on va voir se pointer, qui vont devenir souverainistes, qui vont devenir d'extrême droite, qui vont commencer à dire ouais, l'immigration, il faut le dire, on peut pas le dire, mais qui en fait il y a 6 mois se chier dessus au moment de le dire. Donc voilà, on est chez Juste Milieu, on le sera tout le temps, je vous l'ai déjà dit. Hein. Si demain faut taper sur des gens qu'on aime bien aujourd'hui, c'est le jeu, c'est normal. Il en va de ma cohérence. Donc voilà. Mais affaire à suivre. Mais Hanouna, pour le coup, je lui pisse au cul, évidemment, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Anarchy08 qui dit autant je ne défends pas Bolloré, mais je remarque que les gens qui disent lutter contre les médias des ultra riches ne tapent que sur lui, mais ne sont pas aussi vindicatifs avec les autres groupes de presse. Mais complètement d'accord. Mais ça, alors là, 1000 fois d'accord, cher Anarchy08, et c'est là où
la supercherie, on va dire, la révélation de la supercherie se manifeste aussi dans les réactions, si vous voulez, de tous ces progressistes à la con, qui hurlent quand on voit Bolloré, qui hurlent à l'extrême droitisation des médias. Je veux dire, quand c'était des gens comme Pigasse, Mathieu Pigasse, on va en parler après-demain. Le 22, on va parler de lui. Des gens comme Xavier Niel, qui sont des gens de centre-gauche, si vous voulez. Ce qu'il y a de pire entre le néolibéralisme et le socialisme, tu vois. La pire fusion des deux. Alors qu'il y a du bon dans chaque. Hein. Enfin, dans le néolibéralisme, non, il n'y a vraiment pas du tout du bon. Dans le socialisme, on peut en trouver. Mais c'est vraiment la pire fusion des deux. Et là, quand ça se passe comme ça, il n'y a personne. Quand on a un Kretinsky qui investit, qui met du pognon dans Libération, dans Marianne, dans Elle, sauf erreur, là, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, c'est là où c'était extraordinaire de voir ces gens chialer, hurler au fait que les riches prennent le pouvoir dans les médias, mais ça a toujours été. Ça a toujours été. J'ai envie de vous dire, c'est presque le principe même d'un média. On a imposé l'idée que pour avoir un média, il fallait absolument être journaliste, il fallait absolument des compétences X, Y, machin, donc forcément, ça coûtait cher, puis il fallait des subventions de l'État, puis des autorisations de l'État, mais qui a décidé ça, en fait? Qui a décidé ça? Et donc, on a imposé une lecture alternative, enfin, une lecture mensongère, pardon, de ce que sont les médias, et tout ça est tellement bien cadenassé que non seulement les médias doivent être détenus par des riches, mais les médias doivent être détenus par des riches choisis par le pouvoir en place. Donc pour vous dire, le système d'entre-soi, d'auto-pénétration, dans tous les sens du terme, qu'il y a entre la politique et les médias, c'est vraiment, on est sur tout le monde décide de tout le monde. Et donc Bolloré, le problème, c'est que qu'il soit milliardaire, on n'en a rien à foutre. Qu'il vienne faire de la propagande dans ces médias, on n'en a rien à foutre. Le seul problème, c'est qu'il soit d'extrême droite. Et ça, c'est scandaleux. Quand c'est Xavier Niel, qui est quand même le beau-fils de Bernard Arnault, qui est pote avec Brigitte Macron, qui a fait l'entremise avec Mimi Marchand, ancienne dame qui a passé du temps en prison pour trafic de drogue notamment. Là, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a pas d'article pour parler d'ingérence, pour parler de tout ce que vous voulez. Donc c'est là où c'est intéressant. Et c'est aussi un discours de Musk, et vous savez à quel point je me méfie du personnage, et que globalement je l'apprécie pas du tout, même si je reconnais son mérite, mais son discours « vous êtes les médias », en s'adressant au peuple, ce discours-là est très intéressant. Et je pense qu'il révèle peut-être une nouvelle facette qui fera date de nos sociétés contemporaines et de l'évolution actuelle. À savoir qu'effectivement, il faut redonner l'idée aux citoyens qu'ils peuvent faire de l'actualité. Ils peuvent regarder l'actualité et surtout, ils ont le droit de commenter l'actualité. Ce qui est, à notre minuscule échelle, ce qu'on fait avec Juste Milieu. Je ne vous ai jamais dit, je ne vous dirai jamais que je suis journaliste. C'est pas vrai, c'est un métier que je respecte. Mais en revanche, je fais du commentaire. Je suis un citoyen qui donne son avis, qui propose une analyse de l'actualité, qui vaut ce qu'elle vaut et qui n'a, si vous voulez, pour seule raison d'exister que votre présence. Mais c'est tout ce que je fais. Jamais de la vie, vous m'entendrez dire « je suis journaliste, j'ai une analyse qui doit être... c'est la vérité ». Même le terme de journalisme citoyen, je le trouve peut-être un peu ambivalent. Moi, je suis un citoyen qui donne son avis. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'essaie, avec Édouard et Marie, on essaie de faire notre boulot le mieux possible, mais on n'est pas un média subventionné. On n'est pas un journal officiel, on n'est pas tout ce que vous voulez. Et donc, je trouve ça très chouette dans l'idée que nous, on remette notre destin entre vos mains, en vérité. Et c'est ce qui est chouette. Là où des médias comme Libération, comme certaines chaînes de télé, des chaînes de radio, si vous voulez, marchent de moins en moins et ne doivent leur survie qu'à des investissements et ou à des subventions publiques. Mais on ne se rend pas compte, en fait, de la précarité de la situation de ces médias. C'est assez extraordinaire. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire là-dessus. On le dit souvent, hein, de toute façon, on est d'accord. Il y a Edgebass qui dit dans le chat, et c'est très intéressant, qui dit « Chouard l'explique très bien, le vrai journaliste est une sentinelle du peuple. Son boulot, c'est de chercher les complots. » Oui, les complots, ou en tout cas de mettre en avant des infos qui ne devraient pas être mises en avant. Ça, je suis d'accord, et je rajoute voilà, ma petite pièce dans le jukebox. Voilà, j'y vais. Alors, les amis, on y va avec le sujet du jour que je voulais évoquer avec vous. Et là, attention, je suis pas content. Parce que en plus, bon, c'est pas du tout rigolo. C'est pas du tout rigolo. On enchaîne immédiatement avec l'affaire Robin Cotta. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire. Je voulais absolument revenir là-dessus, les copains, parce que c'est à la fois un coup de gueule, à la fois
une affaire qui, bien évidemment, nous émeut beaucoup. Je vais vous montrer, hein, donc déjà, tout part, pourquoi je vous parle de ça? Tout part déjà de l'intervention médiatique d'Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, et qui maintenant va faire du théâtre. Voilà, donc en fait, je pourrais m'arrêter là, si vous voulez. Je pourrais m'arrêter là. Tout le monde a compris, hein, quand un homme politique est meilleur acteur que homme politique, ça en dit très très long sur la crédibilité qu'on doit lui donner. Bon, bah, Dupond-Moretti, ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas attendu ça. Mais voilà, il va nous faire du théâtre avec une pièce qui s'appelle J'ai dit oui, mise en scène par Philippe Lelouch, hein, donc voilà, on est dans l'entre-soi, on est bien. Évidemment, on a une campagne de publicité extraordinaire d'une pièce de théâtre qui, à mon avis, n'ira jamais en province, hein. Ça va rester à Paris, hein, parce qu'on est dans l'entre-soi. Ce mec-là, il va faire sa pièce à n'importe où en dehors de Paris. À mon avis, il y a 15 pimpins, hein, dont 17 invitations. Mais on a quand même un droit sur BFM TV ce matin. Je vérifie, oui, c'est ce matin. Non, c'est hier, pardon, hier soir. On a droit à Éric Dupond-Moretti qui nous explique pourquoi il fait cette pièce. Et tout le monde l'attendait, évidemment. J'avais fait un seul en scène pour expliquer ce qu'était le métier d'avocat et ses coulisses. Puis le confinement et ma nomination, la conjugaison des deux, a fait que j'ai pas pu continuer ce spectacle. Je me suis consacré complètement et totalement à la mission qui était la mienne. Et puis, j'ai constaté à de nombreuses reprises, très nombreuses occasions, que les gens ne savaient pas ce que faisait un ministre, comment il le faisait. Pourquoi un politique ne peut pas forcément toujours dire la vérité. Et donc faire de la langue de bois quand il est reçu sur les plateaux de télévision, défendre ses collègues là où il en pense l'inverse. Vous inquiétez pas, Monsieur Duhamel, vous verrez, si vous me faites l'honneur de venir, que j'évoque aussi la relation entre les politiques et les journalistes. Car certains d'entre vous confondent bienveillance et complaisance. Et ils ont tellement peur de passer pour des journalistes aux ordres qu'ils ne conçoivent au fond l'interview que comme un combat, voyez-vous. Bon. Et puis parler de justice et de politique pénale devant un journaliste qui n'envisage la justice que sous l'angle du fait divers, je le dis, c'est impossible et c'est dangereux. Donc on va évoquer tous ces sujets avec évidemment de l'humour, c'est nécessaire, et de l'autodérision. Vous le disiez, Éric Dupond-Moretti, vous aviez déjà joué au théâtre pour raconter les coulisses de votre vie d'avocat. Est-ce qu'au fond, avec le caractère que les Français vous connaissent, votre grande gueule, est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas plus fait pour monter sur scène, être comédienne, pour être ministre? Est-ce que ça ne correspond pas plus à votre caractère, à la façon dont vous envisagez les choses? C'est peut-être ça votre vrai élément, en fait. Ouais, peut-être que vous ne connaissez pas mon bilan. C'est la première réponse. Assez souvent, dans les interviews, on en a parlé ici, vous les mettiez en avant, donc... Mais c'est quand même la première réponse qui me vient à l'esprit. Et au fond, pourquoi pas? Parce que il y a tellement d'infos, vous voyez, un clou chasse l'autre. Et l'une des difficultés pour les ministres et pour les gens qui font de la politique, c'est d'expliquer ce qu'ils ont fait. Sachant que ce qui est consensuel est moins intéressant pour certains de vos confrères que ce qui fait le buzz. Bon. Donc, j'ai un bilan. Donc, c'est ça, en fait, le spectacle, c'est régler ses comptes avec les médias, avec les journalistes, c'est ça? Non, mais c'est dire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire quand on est ministre. Voilà. Parce que, naturellement, il y a un certain nombre de polémiques que l'on évite quand on est ministre. Et je donne d'ailleurs dans ce spectacle un certain nombre d'exemples, bien sûr. Puis, nos compatriotes, ils détestent le mensonge. Et ils supportent pas non plus la vérité. Et là aussi, je donnerai un certain nombre d'exemples, parce que c'est un partenariat. Il y a d'un côté les politiques, puis il y a de l'autre nos compatriotes qui regardent les politiques, qui les jugent de façon extrêmement sévère. Alors, je sais que c'est pas dans l'air du temps de réhabiliter les politiques, mais j'essaie de dire, moi, et d'analyser pour quelles raisons il y a ce désamour entre les politiques et les Français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vraiment, il y a tout en fait. Là, une fois de plus, c'est fou comme tout devient évident, hein. Je trouve ça plaisant, hein. Il y a tout dans cette séquence, vraiment. C'est Les fusils à pompe. c'est extraordinaire. Il y a vraiment de tout. On est dans le foutage de gueule, on est dans comment dire, il se fabrique une nouvelle carrière
qui en dit tellement long, voilà, où on lui dit, bah, oui, il est meilleur, il est meilleur acteur, voilà. Il joue au ministre, il a joué à l'homme politique, il a joué au grand combattant contre le RN, mais c'est un acteur. Dupond-Moretti est un acteur, c'est un mec qu'on ne peut absolument pas prendre au sérieux, à part en tant qu'avocat, dans son métier de départ. Bon ben voilà. Et en plus, avec cette espèce de vieux chantage de ah ouais, je vais dire des trucs sur scène que je pouvais pas dire avant, parce que faut que les gens comprennent qu'on peut pas dire la vérité. Ah pardon, ah d'accord, c'est pour ça que vous êtes un escroc. Ah pardon, excusez-nous. Ouais. Bah, du coup, Al Capone aurait dû faire des one-man shows, parce qu'on aurait mieux compris l'idée. C'est risible, mais vraiment, c'est risible. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec Dupond-Moretti, c'est que maintenant, on en est resté il a un bilan. Il nous dit il a un bilan. Apparemment, bon, on suppose un bilan politique, hein, parce que sanguin, on s'en doutait, mais politique, ce qui est bien, c'est que, et il le disait déjà quand il était en poste, hein, il disait, ouais, j'ai contribué à une augmentation record du budget du ministère de la Justice. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un bilan, en fait. Tu prends l'argent des Français, vous le distribuez entre vous, et puis toi, comme tu en as plus, c'est ton bilan. Voilà, tu as plus d'argent, d'un argent qui n'est pas à toi, et que tu prends des gens qui ne l'ont pas demandé, et que tu distribues d'une manière qui n'a pas été validée par le peuple à qui tu as pris le pognon. Ah, c'est ça ton bilan. Ah, d'accord. Pardon. Excusez-nous. Par contre, tout le reste, le marché de la drogue qui explose, les affaires de cartel, l'augmentation de la violence en France, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de bilan, là. Peut-être c'était un bilan carbone avec l'affaire de la Maserati. Non. Après, je sais pas, moi, je demande. Hein. Donc, non, mais franchement, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, si vous voulez, l'ancien ministre de la Justice, qui aujourd'hui va faire du théâtre, qui est revenu sur son combat contre le Rassemblement national. Je vous mets la séquence là encore, parce que c'est quand même l'occasion de se marrer. Je ne respecte pas ses valeurs. Je pense que ce parti ne s'est pas dédiabolisé. Et pour ne rien vous cacher, j'ai été un peu choqué après le décès de Jean-Marie Le Pen. Je pense que dans ces moments-là, c'est la dignité qui s'impose. D'une certaine façon, l'éloge ou le silence, et moi j'ai choisi le silence. Mais j'ai vu des choses indignes dans l'éloge. À savoir ? Ah ben, l'amnistie totale de tout. Enfin, il n'est plus aujourd'hui pour certains qu'un visionnaire, on a oublié tout le reste. Et puis de l'autre côté, j'ai vu des gens se comporter avec de façon totalement indigne. Enfin, ces gens qu'on a vus danser, sabrer le champagne. Je pense que on respecte les morts. Pour le reste, moi, je ne crois pas à la dédiabolisation. Par exemple, parce que certains responsables politiques ont réduit certaines des condamnations de Jean-Marie Le Pen à des polémiques. Faites allusion au tweet du Premier ministre. Vous voyez venir. Ça, quand François Bayrou tweet en parlant de polémique, pour vous, c'est une façon de minimiser... C'est euphémique. Ouais. Voilà. Donc, on rappelle le grand combat de Dupond-Moretti qui s'était présenté aux législatives, sauf erreur. Hein, je crois que c'est aux législatives 2022. Bon, attendez, on va vérifier ça ensemble en direct. Qui avait pris évidemment une énorme branlée. Je crois que c'était ça. Attendez. Ouais, je m'en rappelle plus, tiens. Je me rappelle plus cette histoire. Je crois qu'ils s'étaient présentés aux législatives. J'ai un doute. Est-ce que quelqu'un dans le chat a l'info? Tiens, parce que là, ça m'échappe. Je suis encore un peu fatigué. J'ai le cerveau embrouillé. Je vais pas vous mentir. Je vais vous le dire. Ou plutôt les municipales où il était en soutien. Ouais, c'est vrai. Ah, je sais plus, bon, c'est pas très grave. J'ai plus l'info, je sais plus. C'est pas grave. Mais donc voilà, en tout cas, c'est un monsieur qui s'est toujours dressé face au Rassemblement national. Bon, ben, résultat, le Rassemblement national ne cesse de monter. Donc lui, comme les autres, n'ont rien empêché, évidemment. Donc bon, c'est assez extraordinaire, si vous voulez, tout ça. Mais pour revenir au sujet, au point de départ, les amis. Éric Dupond-Moretti nous a parlé de la justice en France et il nous a dit une phrase qui est marquante: la justice n'est pas laxiste. Je vous mets l'extrait et après je vais vous parler de l'affaire Robin Cotta dont je voulais vous parler. Alors, d'abord, les chiffres nous départagent, si tant est que nous ne disions pas tout à fait la même chose. Depuis des années, les peines qui sont prononcées sont de plus en plus sévères et les prisons sont pleines. Et par ailleurs, moi j'ai tellement mesuré la difficulté de juger.
je l'avais déjà mesuré lorsque j'étais avocat, que j'ai permis, c'est une des réformes que j'ai conduites, de filmer la justice pour qu'elle rentre dans le salon des Français et que vous mesuriez la difficulté, par exemple, de déterminer une peine juste. Moi, on peut me raconter tout ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on veut, les chiffres sont là, ils sont têtus. Et donc Bruno Retailleau, il se trompe quand il dit qu'il y a un problème d'inexécution des peines? Attendez, si le jeu consiste à m'opposer à Bruno Retailleau, moi je joue pas. Je croyais que vous faisiez plus de langue de bois, alors là, maintenant, c'est plus un collègue, il n'y a plus de solidarité gouvernementale. Si vous pensez l'inverse de Bruno Retailleau, vous pouvez le dire. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que Bruno Retailleau a tort, que Darmanin a tort, que les autres ont tort, que je suis seul à avoir raison? Je dis que moi, j'ai toujours soutenu la même ligne, la justice n'est pas laxiste, les chiffres le démontrent. Maintenant, sortez les chiffres, et si vous avez la démonstration de ce que je ne dis pas la vérité, alors d'accord, et je vous concéderai une erreur importante. Parce que depuis des années, je dis la même chose sur ces questions. Ensuite, vous savez, on a opposé, on a fait des petites guéguerres sémantiques. Ça, vous adorez faire ça. Ah bah vous aussi. Non, mais attendez. Darmanin a dit, Gérald a dit à un moment, ensauvagement. J'ai dit, moi, la sensibilité qui est la mienne ne me porte pas à utiliser les mêmes mots. Ouais. 3 semaines de polémique. Ensuite, j'ai dit, monsieur Duhamel, il y a certes de l'insécurité, virgule, mais il y a aussi un sentiment d'insécurité, notamment alimenté par les chaînes d'information continue. Ah, ça recommence. Ben c'est vrai, d'opinion continue. Pardon, un crime décliné 50 fois, ça devient 50 crimes. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas réagir. Parce que si vous rectifiez le tir, vous savez, c'est le vieil adage, une fausse info et un démenti finissent par faire 2 infos. Et au fond, vous pouvez rien faire parce que sinon vous remettez une pièce dans la machine. C'est une des difficultés auxquelles les politiques sont confrontés. Bon, c'est vrai que j'ai bien fait de vous montrer l'extrait dans son intégralité parce qu'on comprend rien. Je vais pas vous mentir, à part la phrase sur le laxisme de la justice, c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'il a un coup dans le pif, Éric Dupond-Martini, là. Mais bon, non, mais pas de présomption, attention, présomption de sobriété. Hein. Mais c'est vrai qu'on comprend rien. C'est vrai qu'on comprend rien. Et puis, une fois de plus, on a vraiment comment dire, de la rhétorique de bas étage, hein, de nous dire ah oui, mais en fait, il n'y a pas de problème, les prisons sont pleines. Rappelons que c'est un argument en bois, hein, ça ne veut rien dire, les prisons sont pleines. Si vous avez, dans un pays comme la France de 68 millions d'habitants, si vous avez 2 prisons avec 10 cellules, ça fait 20 cellules, pour ceux qui ne sont pas bons en maths. Si elles sont pleines, ça ne veut pas dire que vous faites bien votre boulot. Ça veut dire que, en tout cas, vous n'avez plus de place. C'est pas bien. Si vous n'avez que 20 places pour un pays de 68 millions d'habitants, elles peuvent être pleines. Mais ça ne veut pas dire que c'est super. Donc, qu'on soit bien d'accord, voilà, c'est un argument en bois qui manque de données, qui manque de chiffres. Et effectivement, on retrouve peut-être parfois son métier d'avocat, cette capacité à enrober la réalité et à raconter n'importe quoi avec énormément d'aplomb. Mais sur le sentiment d'insécurité, le problème, c'est que d'expliquer que parce que les médias vont en parler 50 fois, ça va devenir 50 crimes, c'est évidemment n'importe quoi. Et si on transpose cette logique à tous les événements récents que l'on a vécus, on se rend compte qu'effectivement, si les gens au gouvernement ont cette perception du réel et de l'information qui doit arriver jusqu'aux gens en expliquant que, en gros, s'il y a un crime, il faut en parler une fois, du coup, comment on fait avec des attentats ? C'est-à-dire qu'un attentat, il faut dire une fois, une brève, voilà, attentat à telle ville, voilà, terminé. Parce que si tu en parles 4 fois, ça fait 4 attentats. C'est évidemment n'importe quoi ce qu'il raconte et c'est évidemment dangereux, évidemment. Hein. Rappelons d'ailleurs que ce monsieur était au gouvernement, en tout cas durant le Covid, il était aux manettes, pendant les 3-4 ans du Covid, dans la mesure où ça existe encore. Et quand les gouvernements s'appuyer sur les médias justement pour rabâcher tous les messages sanitaires liés au Covid, là, il n'y avait pas de problème sur la répétition de l'information. Donc, c'est évidemment ridicule. C'est évidemment n'importe quoi. On a à la fois l'idée, d'après lui, le sentiment d'insécurité n'est qu'un sentiment. Par contre, l'impression de bêtise n'est pas qu'un sentiment. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Il y a eu un drame dont je voulais absolument vous parler, évidemment. C'est cette affaire Robin Cotta. Je vais vous montrer une vidéo
qui explique l'origine de l'affaire, c'est, parce qu'il faut saluer les médias quand ils font le boulot, c'est RMC qui nous a parlé de ça, je vous montre la vidéo. Robin Cotta aurait-elle pu être évitée? C'est la question qui hante les parents de cet homme de 22 ans, placé en détention provisoire pour faux et usage de faux à la prison des Baumettes à Marseille, égorgé il y a 3 mois par son co-détenu, et ce malgré les nombreuses alertes du jeune homme à l'administration pénitentiaire. C'est ce qui ressort des premières conclusions de l'enquête. Pour Odile, sa mère, c'est l'incompréhension. Elle envisage de porter plainte. Notre correspondante à Marseille, Anna Jojar, l'a rencontrée pour RMC. Les 15 premiers jours de sa détention provisoire, Robin écrit une lettre à son père. Apparemment, ça se passait très bien. Odile, la mère de Robin. Il disait dans cette lettre, j'assume, papa, etc., t'inquiète pas. Mais le 4 octobre, Robin est placé dans une autre cellule avec un nouveau co-détenu condamné plusieurs fois pour vol et violence. D'après les premiers éléments de l'enquête, cet homme aurait déjà menacé 3 anciens voisins de cellule. Robin fera 3 courriers pour être déplacé. Le jour de sa mort, il avait encore demandé à changer de cellule. Robin va jusqu'à demander à être placé à l'isolement. Faute de place, cette demande est refusée. 1 heure plus tard, il est retrouvé mort. Aujourd'hui, sa mère en veut à l'administration de ne pas avoir répondu à ses alertes. J'avais confiance, je me suis dit quand même, ce concept carcéral, il y a l'État, c'est rangé, il faut attention. J'aurais jamais cru qu'il allait rentrer dans un enfer. Ils ont foutu mon fils avec la mort. Contacté par RMC, la direction de l'administration des Baumettes confirme le lancement d'une enquête interne en parallèle de la procédure judiciaire. Voilà, donc cette affaire-là, effectivement, hein, comme nous dit Éric Dupond-Moretti, normalement, on n'en parle qu'une fois. Hein, un meurtre en prison, si on en parle 50 fois, ça fait 50 meurtres en prison. Mais parfois, il faut quand même creuser un petit peu pour comprendre le détail. Et le lien avec ce côté de la justice n'est pas laxiste. Il y a, qu'on se met d'accord de le dire tout de suite avant d'aller plus loin, il y a des choses, beaucoup de choses se passent très bien dans la justice française, mais il y a beaucoup de choses qui se passent très mal aussi. Et là, on est en plein dedans. Donc, ce Robin Cotta, je vous montre un résumé un peu de l'histoire écrite qui donne plus d'éléments. Je vous lis, une enquête de Radio France révèle que Robin Cotta, un jeune détenu de 22 ans incarcéré au Baumettes à Marseille pour avoir été en possession de fausses ordonnances destinées à obtenir du sirop pour la toux codéinée, a été égorgé dans sa cellule en octobre dernier. Donc en octobre dernier. On est le 20 janvier au moment où je vous parle. L'affaire sort maintenant. Par un codétenu ultra-violent dont il s'est réclamé pourtant d'être séparé. Selon la radio publique, 1 heure avant son assassinat, la victime avait supplié les surveillants de le placer à l'isolement pour ne plus être enfermé avec son bourreau. L'administration pénitentiaire marseillaise avait alors seulement fait état d'un incident entre 2 détenus impliqués dans le trafic de drogue. Donc voilà, si vous voulez, cette affaire qui semble avoir été cachée. Hein, les faits remontent à octobre. Donc ça fait quand même... ça fait 3 mois pleins. Et en fait, tu apprends que tu avais un type qui avait fait des fausses ordonnances pour acheter du sirop contre la toux, sirop codéiné, pour un cocktail euphorisant. Apparemment, c'était pas pour une situation médicale. Et voilà comment ça a fini. Alors que des lettres avaient été envoyées, des demandes avaient été envoyées pour qu'il puisse changer de cellule. Donc, je voulais vous parler de ça, les amis, parce qu'on est très loin, évidemment, d'un fait divers. Et ça résonnait, parce que j'avais noté de vous en parler, je trouve que ça résonne terriblement avec Dupond-Moretti qui joue à l'acteur maintenant, Dupond-Moretti qui s'amuse sur les planches, qui passe des bons moments. Je voulais absolument vous parler de ça. Je trouve ça terrible, évidemment, on a une pensée pour sa famille, pour ses proches, mais c'est aussi ça la justice, si vous voulez. Pendant que Dupond-Moretti fait des pieds et des mains pour raconter n'importe quoi avec un beau verbe, la réalité c'est aussi ça. Et là, le ministre actuel, Gérald Darmanin, pour l'instant n'a pas de nouvelles. Donc affaire à suivre, mais je voulais vous parler de ça, les amis, évoquer cette affaire-là, et qu'on soit bien conscient un peu de tout ce qui se passe, de ce type d'affaires. Il y a Lorval 26 qui dit on met en prison des gens qui font de fausses ordonnances pour sirop contre la toux et ça vaut la peine de mort, dingue. Bon, c'est pas une peine de mort directe, mais effectivement, malheureusement, ça se finit comme ça dans cette affaire. Effectivement, c'est terrible, je suis d'accord avec toi. Stealth 5 qui dit j'ai bien compris, il était en prison à cause de fausses ordonnances. Si c'est ça, c'est dingue. Absolument. Donc non, enfin, on va pas refaire le lien avec des affaires où on va dire oui, mais ça n'a rien à voir sur des pédocriminels notoires qui sont condamnés à du sursis ou qui font pas de peine de prison ferme. Mais la réalité, elle est là, quoi. Une fausse ordonnance, tu vas en prison. Alors peut-être que faut être prudent aussi. Hein. Peut-être qu'il y avait un casier judiciaire, peut-être qu'il y avait des antécédents. J'ai pas tous les éléments parce que, comme je vous ai dit, peu de médias en parlent, on a peu de détails sur cette affaire-là, et sur une affaire qui remonte à octobre. Donc j'espère qu'on n'a pas fini d'en parler, qu'on saura un peu plus de choses, mais on ne peut pas non plus occulter complètement peut-être le casier judiciaire de ce jeune homme, j'en sais rien,
mais la réalité est celle-là, quoi. Donc c'est assez fou, les amis. Je voulais vous parler de ça, de ce truc assez hallucinant. Donc voilà, les copains, ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Je vais pas tarder à couper l'émission parce que je crois que je commence à avoir la voix qui se fait la malle. J'ai la voix depuis samedi, le spectacle, j'ai un peu poussé la chansonnette. J'ai l'impression que la voix est en train de se péter la gueule. Donc je vais fermer ma gueule, puis je vais chez le coiffeur ce soir. Donc en plus, je tarde pas trop. Mais au moins, le plus important, les amis, c'est qu'on se soit retrouvés ce soir. On est ensemble, on recommence une nouvelle semaine de grand chelem. On va être là. Voilà, là, il y a 3 semaines sans spectacle. On se repose un petit peu, les amis, avant de rattaquer. 14 février à Narbonne. Voilà, je vous redonne le lien dans le chat, les copains. Narbonne, on va se retrouver, on va se fendre la gueule. Je vous mets le chat également. Je vous mets le lien, également sur Twitter. Pour ceux qui regardent sur Twitter en direct cette émission, vous avez le lien en commentaire pour le spectacle, enfin pour toute la tournée, dont Narbonne le 14 février. Et puis, je vais vous laisser avec là, il y a plein d'émissions en direct sur voilà, l'intronisation de Trump, la cérémonie, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Allez les Bleus, c'est le plus important. Les Bleus au handball, mondial de handball, on continue. Voilà, je vous embrasse. Je vous retrouve demain en pleine forme, le cerveau bien plus éclairé. Un petit peu fatigué aujourd'hui, mais on est ensemble. C'est le plus important. Je vous embrasse les copains. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade, vive la France et à demain.